Bonjour tout le monde, bienvenue dans la salle. On va attendre quelques minutes pour débuter puisque je sais qu'il y a plusieurs personnes qui avaient des réunions ou des engagements jusqu'à midi. Alors, ça va nous permettre là, de laisser les gens arriver progressivement sans déranger notre conférencière. Bonjour Dani. C'est là qu'on voit que notre conférencière est une habituée de l'Institut d'éthique appliquée. Alors, je vous propose de débuter vers midi 3, midi 4. Ah oui. Wow. Tout est bien, Dani? Je pense qu'elle est avec son micro fermé. Oui, oui, ça va bien, ça va bien. Et toi? Ah oui, très bien. L'université est bien, tout est tranquille avec la pandémie. Oui, c'est tranquille d'une certaine manière, mais c'est plus de travail d'une autre. Ah oui, c'est ce que tous les professeurs disent, c'est vrai. Bonjour à vous, je ne pense que je ne connais pas vous, mais plaisir. Dani parle l'espagnol aussi? Ou le portugais? Pas le portugais, l'espagnol, solo un poquito. Ah, c'est bien. Je m'assure qu'il y aurait beaucoup de gens pour m'aider dans la langue ici. Luke, Jennifer, c'est maman Dani. Je pense pas que tu vas en avoir besoin, Claudia. Pas du tout. C'est meu assessoré de première. On peut s'aider mutuellement si jamais vous en avez besoin. Ah, merci. Bonjour, Martha. Bonjour, ça va bien? Bien, et vous? Oui, merci. Alors, on va se permettre de débuter tranquillement, pas vite. Et moi, je vais garder un œil sur la salle d'attente et les arrivées. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette conférence midi de l'Institut d'éthique appliquée. On est extrêmement choyés aujourd'hui. On a une conférencière en direct du Brésil qui était avec nous l'hiver dernier, mais il y a une tempête de neige qui a compliqué un peu les choses du côté de l'Institut. Maintenant, c'est la pandémie. Alors, on se réjouit là, de la technologie parce que plus rien ne nous arrête. Maintenant, on peut organiser les conférences sans souci. Je vais céder la parole à Luc Bégin, responsable de l'axe éthique publique, organisationnelle et professionnelle, qui va pouvoir présenter Claudia en bonne et due forme. Je me permets de l'appeler Claudia puisque Claudia est une habituée de longue date de l'Institut d'éthique appliquée. Mais avant de céder la parole à Luc, simplement pour vous faire quelques petits rappels pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité d'assister à une conférence par le passé. C'est une conférence midi. Vous savez que vous avez le contrôle de votre micro et de votre caméra. Donc, libre à vous d'utiliser les outils comme bon vous semble. Je le mentionne parce que souvent, ce qui arrive avec les conférences midi, c'est que vous êtes en 2 réunions. Alors, si vous devez manger, c'est le modèle américain, c'est le Brown Bag Conference. Alors, vous pouvez manger pendant que vous écoutez Claudia faire sa présentation. Il n'y a aucun souci. Pour ce qui est des questions, si ce n'est pas une question qui est nécessaire pour faciliter la compréhension, ce qui ne devrait pas être le cas, je vous demanderai d'attendre à la fin de la présentation pour effectuer la pose de questions et à ce moment-là, d'utiliser le clavardage, le chat, clavardage comme le veut l'Office de la langue française. Et c'est moi qui vais être en mesure d'attribuer les droits de parole. Quand on sera dans la période de questions et réponses, vous pourrez lever la main aussi si vous préférez utiliser cette fonction-là.
Dernier commentaire, évidemment, éventuellement, cette capsule-là va être déposée sur notre chaîne YouTube. Je dis éventuellement parce qu'on veut toujours laisser l'exclusivité d'une conférence à ceux qui y assistent en présentiel. Donc, vous êtes actuellement filmés et lorsqu'on va débuter la période de questions et réponses, je vais mettre fin à l'enregistrement. Donc, tous les échanges, c'est une question de vous permettre de vous exprimer librement. Et c'est aussi une autre exclusivité pour ceux qui sont ici en présentiel. Vous seuls avez accès à cette partie-là de l'événement. Alors, à tout le monde, un très bon événement. Je vais me permettre de couper ma caméra, question de ne pas distraire les participants. Mais s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter par le chat. Sans plus tarder, M. Bégin. Merci. Merci, Jennifer. Merci, Jennifer. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter notre conférencière, Claudia Borges-Paraiso, qui fera une présentation ayant pour titre « Justice organisationnelle et éthique appliquée, l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap ». Claudia est détentrice de plusieurs diplômes universitaires. Elle est physiothérapeute avec une longue expérience professionnelle. Elle est aussi diplômée en philosophie. Elle est détentrice d'une maîtrise en ergonomie et d'un doctorat en bioéthique, éthique appliquée et santé collective qu'elle a obtenu du programme PPG-BIOS de la Fiocruz, la Fondation Osvaldo Cruz de Rio de Janeiro. Je mentionne qu'elle a notamment publié un livre à partir de sa thèse, qui était donc le livre qui s'appelle « Éthique organisationnelle et inclusion sociale », qui est paru cette année, en 2020, en portugais. Claudia est responsable du développement de l'étude de l'éthique organisationnelle au sein du programme de bioéthique, éthique appliquée et santé collective de la Fiocruz, et elle enseigne également cette discipline dans le cadre d'un cours d'éthique professionnelle. Je mentionne finalement qu'elle a récemment développé une entreprise de services en ergonomie, éthique organisationnelle et réhabilitation, qui s'appelle CITOR, où est mise en pratique justement la perspective inclusive dont elle va nous parler aujourd'hui. Je mentionne également que Claudia est membre associée de l'IDEA. Donc, Claudia, você pode começar. Ah, merci, Luc. Bonjour à tous. Avant de commencer, je voudrais remercier à tous et à toutes qui sont ici, principalement à Luc, à Jennifer, au IDEA. J'ai un énorme plaisir d'être ici. Je suis très, très heureuse. Et tout de suite, je vous demande l'excuse parce que, bon, je parle le portugais, ma langue, parle français, j'essaierai de parler, mais inévitablement, je ferai beaucoup d'erreurs, les verbes, les accents, mais pourtant, donc, Luc est ici et ele déjà parle portugais très bien et ele pourrait faire les traductions à nous ou s'il y aurait quelques questions que je n'ai pas bien expliquées, ele pourrait aider nous. Ok? Bon, je commence, j'essaierai de commencer. Nous irons parler aujourd'hui sur la justice organisationnelle. Je vous irai lhe proposer à regarder ou essayer de regarder uma proposition de l'inclusion sociale dans les organisations pour les personnes en situation de handicap. Bon. Comme Luc et Jennifer bien parlé, je vis au Brésil. O Brasil, c'est un énorme pays où il y a beaucoup de inégalités, beaucoup de pauvreté. C'est immense. La costa, il y a du mer, il y a de la serre, il y a, bon, géographiquement, c'est superbe, mais aussi il y a beaucoup de problèmes pour ça. L'État que je vis, que c'est le Rio de Janeiro, il y a proche de 16 millions de personnes. Et dans la ville, qui aussi s'appelle Rio de Janeiro, il y a proche de 7 millions d'habitants. Mais exactement, nous irons parler aujourd'hui de quelle population? Ce n'est pas seulement la population
da ville de Rio. C'est une population mondiale. La population de personnes em situação de handicap. Bom, dans le monde, a partir de informações da Organização Mundial da Santé de 2011, il y a 650 millions de personnes em situação de handicap, c'est-à-dire 10% da população mundial. E uma informação très pertinente é que 80% de cette population vive em um pays em développement, c'est-à-dire pas d'égalité, pas d'équité, pas d'égalité, c'est absolument du contraire. Au Brasil, il y a no total de proche de 208 millions d'habitants, 44 millions de personnes em situação de handicap, c'est-à-dire 24% de cette population. C'est beaucoup, non? C'est beaucoup. E de 24%, pour plus da moitié ne sont pas dans le travail, dans le marché du travail. Bon, à partir d'ici, je pourrais déjà regarder qu'il y a un gros problème de gestion publique, de politique publique, de santé publique, beaucoup de problèmes. Au Québec, quand j'ai fait ces études, j'ai regardé un peu au Québec, qu'il y a une population de 8 millions d'habitants et 9% de la population sont en situation de handicap aussi. Les questions d'éducation entre le Brésil et le Québec, il y a un peu de différence, mais exactement pas beaucoup quand se regarde cette population. La grosse différence est que la population au Québec, les personnes en situation de handicap arrivent à l'université plus qu'au Brésil. C'est seulement une petite information. Mais aujourd'hui, nous irons vraiment parler de qui? Nous essaierons de dialoguer sur 3 approches qui essaieront de faire une transformation paradigmatique pour essayer de faire une inclusion vraie de cet nombre de personnes en situation handicapée au milieu du travail. Nous irons utiliser pour ça 3 perspectives. Une perspective se baseia dans les lois, la perspective da égalité à partir da droit des lois. Uma deuxième perspective, c'est une perspective philosophique qui prend comme base le fonctionnement de chaque personne. Et la troisième, qui c'est à partir da éthique organisationnelle réflexive et la justice organisationnelle. E, em ce moment, la justice organisationnelle parte da éthique organisationnelle réflexive. C'est comme on verra plus attentivement chacun de cette perspective au déroulement de notre dialogue. Je parlerai attentivement chacun de cette idée. Bom, ici, nous irons à toute la présentation pour regarder la évolution da position da personne em situação de handicap dans le milieu du travail. Je retournerai à cet schéma. En premier moment, nous serons ici, dans la exclusion. La personne en situation de handicap pas existe. Il n'y a pas. C'est pas de considération légale, pas de considération morale, inexiste. C'est exclusion totale. À partir de ça, de moment spécifique, la loi s'intéresse pour donner à cette population un regard légal, pour elle transformer un digne légal, de considération légale. Là, ici, je parlerai seulement du Brésil, c'est clarinette. Il y aurait beaucoup de développement à partir de 1955 à penser à cette population. Qui essayait de mettre 7 groupes
em proteção, garantir égalité, a não discriminação, e la loi vient, notre constitution, que c'est la carte majeure des lois, aussi changer un peu pour donner à cette population un regard plus inclusif, mais véritablement seulement en 1991 qu'il est arrivé une loi qui obligeait les entreprises à faire l'inclusion des travailleurs en situation de handicap. À partir d'un nombre d'employés, l'entreprise, il y aurait l'obligation de faire un contrat. Et dans la situation publique, tous les concours, les postes qui s'ouvrent, ils sont obligés à donner 5% de postes à personnes en situation de handicap. Bon, là, vous pouvez poser la question à moi, c'est merveilleux, c'est très bon, c'est-à-dire que toute la personne en situation de handicap sont dans les entreprises, dans les organisations, et je dirais que non, parce que c'est une loi et comme c'est dit au Brasil, la loi elle est faite pour ne pas se cumprir. Non, c'est un joke que j'ai fait à ce moment. Le Brasil, il y a une extension énorme, c'est un pays énorme. Et pas possible de faire une fiscalisation, compris fiscalisation, faire un regard si chaque organisation fait le compliment de la loi. Et l'autre loi que c'est très important pour les changements et pour l'inclusion, pour commencer à ensaier cette inclusion, c'est la loi que développée en 2015. Ela parle da inclusão da pessoa em situação de handicapé e, ao mesmo tempo, se écrit um estatuto da pessoa em situação de handicapé. Cette loi, ela fait de sorte que toda a pessoa em situação de handicap, ela sorte de um regard medical para um regard biopsicossocial. C'est uma perspectiva très importante, très intéressante et très interactive. Je expliquerai à vous pourquoi. Dans l'aspect biomédical, où la personne en situation handicapée, il y avait un regard à partir do que manca ela, o que il y avait d'anomalia em sua estrutura, sua estrutura, estrutura. Okay? Avec les changements pour l'approche biopsicossociale, cet regard ele vient à partir de uma interação entre a personne em situação de handicap e o que il y a autour dela. São toutes les barrières comportamentales, architecturales e organizacionais e vão aider pour faire cette définition si ela é uma pessoa em situação de handicap ou não. Ce moment, il y avait un déplacement da condition handicap da personne pour cette interaction. C'est très important parce que todo notre dialogue ici ira parler toujours d'interaction. Ce moment, c'est l'interaction. Dans la perspective philosophique, c'est l'interaction. Et dans l'éthique organisationnelle aussi, sera une interaction. Avec l'adoption des changements de paramètres biomédicaux pour biopsychosocial, o que apporter de meilleur dans les regards? Dans l'approche psychosociale, la personne, la situation, il avait un regard multidimensionnel, n'est pas seulement a personne, ela, retilínea, c'est multidimensional, tudo que il y a en son tout.
le médecin, ele ne sera pas plus responsable pour dire cette personne il a un problème psychologique, cette personne il a un problème neurologique. Non, cette définition, ela sera faite à partir da interação. Portanto, donc, je n'ai pas fait bien l'apprentissage quand je dois utiliser donc et pourtant. Mais bon, j'ai utilisé les deux. Dans cette interação, ela é toujours dynamique e interative. Toujours. O que à l'autre não, c'est linéaire. E la politique de regard, c'est une politique de santé. Pas plus de soins, de protection, c'est de santé. E o focus, c'est toujours sur la participation. Ne pas sur les personnes en situation de handicap, mais dans la participation dela dans la société, dans le milieu du travail. Déjà, ici, je pense que vous déjà commencez à penser, à imaginer la grosse relation qu'il y a avec la éthique organisationnelle, l'éthique appliquée. C'est toujours relationnel. Bom, a continuer notre schéma, déjà passé pour la partie da exclusion, já déjà passé pour cette partie de très obrigatoire da loi, mais aussi très importante parce que c'est exactement ce moment que la personne en situation handicap a reçu la digne de considération légale. Ce moment entre la éthique organisationnelle, mais pas comme nous désirons ce moment. Ela entre pour aider dans la conformité des organisations. La conformité pour que le code de conduite pourrait être, il y aurait un complément du code de conduite dans les organisations. Na grosse majorité, cette perspective ela vient s'ajouter à la manière de faire la gestion organisationnelle que véritablement sera em um format top-down, um format pyramidal, où les gestionnaires, c'est les gros boss et les employés seront, il y aurait la condução de ces employés. Mais la tête pensante vient du gestionnaire plus élevé dans la pyramide. Bom, mais j'ensaie et je réaffirme que cette regard da éthique aussi est très importante. Ela ira um pouco plus com o développement de notre dialogue, on verra que ela se ajoutera a uma éthique reflexiva. Mais exactement o que nous voulons? Nous voulons uma transformação, né, da éthique dans um processo de conformité à une éthique dans um processo reflexivo. Ou pourrait avoir um engagement e uma partage de valeurs, pas seulement o respeito ao seu gestionnaire ou a obrigação de faire ça ou ceci, mais fait pourquoi vraiment le travailleur se sent, il y a le sens de pertencimento, que ele pertence, que ele fait parte de cette organisation. Bom, ici notre schéma continue à faire une grosse évolution e nous irons arriver au cœur de cette présentation. Ce moment, la personne en situation de handicap, déjà il y a la loi pour donner les assurances, les assurer une place légale. Déjà il y a un regard que ele é digne de cette loi, digne légale, não? Déjà, il y a como obliger les employés, les gestionnaires à accomplir la loi, mais pas suffit. Je ne pense pas que c'est suffit. Ce moment, j'essaie de parler à vous que ont besoin d'une transformation de um regard légal pour um regard moral.
Parce qu'une chose, c'est quand je ou vous, nous irons faire quelque chose à partir d'une obligation, mais pas de considération. L'autre chose est quand se fait quelque chose à regarder une considération que la personne doit reçu, les regarder comme un vrai être humain. Bom, e lá, por ça, j'utilise a perspectiva do funcionamento, que é uma perspectiva de uma filósofa brasileira que se chama Maria Clara Dias. Ela utiliza como base o sistema funcional. O sistema funcional, ele é exatamente ensemble de processos que irão se ajouter pour former o sistema funcional. Já expliquei melhor, tanto. Em cette perspective, la interação entre la persona em situação de handicap e son environment, c'est o que irá donner la définition de son développement dans le travail. Ela é uma perspectiva totalmente inclusiva, política e de justiça, tá? Bom, essa investigação é a partir das observações. C'est important, je parlais, je n'ai écrit pas cette chose, mais j'ai écrit ici à côté pour pas oublier de parler à vous cette chose. Bom, o être humano, a partir de cette perspective, ele é ensemble, é um sistema funcional complexo. O Maria Clara parle que le corps do être humain, il n'y a pas une définition claire de son contorno, il n'y a pas bonne définition da sua forma, parce que il y aurait une dépendance da interação. Je donnerai un exemple pour se rester un peu plus clair. Imaginez-vous un travailleur aveugle qui arrive à son poste de travail. E lá il y a un clavier pour lui travailler, un clavier propre pour la personne aveugle. Mais sans savoir, quelqu'un enlève cet clavier. La personne arrive et véritablement ne sera pas possible de cet travailleur faire ses activités. C'est-à-dire ce moment que le système fonctionnel de cette personne, de cet travailleur, é formé por lui-même e por son clavier. C'est où ele essaierait de faire ses interactions et développer son travail. Le même exemple, c'est une personne qui utilise une chaise roulante. Ele pourrait se déplacer pour une place ou pour autre place avec sa chaise roulante. Mais si pour quelque question, quelque situation, ele perde sa chaise roulante ou quelqu'un l'enlève, ele ne pourrait pas faire ce déplacement. C'est-à-dire que son système fonctionnel é aussi lui e sa chaise roulante. Ici, on pourrait penser que la perspective la regarde l'être humain plus largement que seulement il y a em notre corps. C'est une perspective interativa. O G, que avant a été individuel, il y aurait un remplacement pour un G qui constitue les pratiques sociales. O que ele fait dans ces pratiques sociales. E cette interação irá resultar de sorte dans un système complexo de relação. Bom, ici je parle tout le temps de système complexo parce que je regarde le milieu du travail comme un système complexe, je regarde les interactions biopsychosociales da personne em situação handicapée comme un système complexe, et je regarde aussi la interaction dans la personne avec ses outils de travail, ou ses pensées, ou la tecnologia, como um sistema complexo aussi. C'est très important em si, em cette perspective,
o déplacement como je pourrais dire, da résilience, c'est correct comme je parle, résilience, da résilience do être, da personne, do travailleur, pour o qu'il y a autour, pour l'environnement du travail. C'est pour ça qu'en ce moment, j'ajoute les concepts do design universal, do design participativo, e surtout na gestão participativa. Parce que à partir de regard moral, que c'est o que je cherche dans cette perspective, ou à partir de cette perspective, les travailleurs avec em situação de handicap, ele pourrait se ajouter a essas equipes, pourrait travailler em uma condição de égalité. La perspective, pourtant, donc, elle vient de reconnu, elle essaie de parler que la personne en situation de handicap, elle ne doit pas être reconnue por ses références ao que lhe manque, à ses incapacités, mais à partir exactement de leur propre fonctionnalité. Cette fonctionnalité, plus en fois, je rappellerai-vous, qui vient à partir des interactions avec l'environnement où il est. E notre schéma continue a développer. Nous déjà il y a une personne handicap, un travailleur handicap, il y a déjà une loi pour assurer la dignité de considération légale, a perspective do funcionamento pour faire cette interaction et faire la transformation paradigmatique pour il se transformer em uma digne de considération morale e pourrait être aussi un agent moral. E lá, on va utiliser ce moment la éthique organisationnelle sous la perspective réflexive, où elle ira se ajouter à l'autre perspective dans la conformité. O que je cherche à partir, et c'est exactement cette chose que je suis allée à Québec chercher. E c'est exactement cette coin de transformation que je cherche ce moment ici, dans la tête des élèves qui font la discipline d'éthique organisationnelle et professionnelle, avec les gestionnaires que j'ai été l'opportunité de parler, de travailler, et dans la journée de mon quotidien. O que je cherche dans l'éthique organisationnelle? Je cherche surtout une transformation organisationnelle qui pourrait ela será possível seulement à partir do développement de uma éducation institutionnelle, uma éducation organisationnelle. Tá? Je cherche aussi la responsabilité de tous, donner ao travailleur em situação handicap a responsabilité pour o que ele fait, pour sa activité. Je n'aimerais pas regarder un travailleur comme ça à faire une activité seulement pour faire. Une personne lui demande, donne une ordre et il fait, sans savoir pourquoi il fait, ou son papier em cette organisation. C'est là que j'essaie de montrer l'importance e la questão humana e mesmo econômica de um regard plus participativo do trabalhador em situação de handicap. Les cherche aussi le partagement, la constitution de valeurs organisationnelles partagées entre tous, pas seulement entre un petit groupe, mais pas entre tous. E por ça, j'utilise le concept d'une gestion avec un modèle middle up-down.
Cet modèle parle sur une gestion plus participative, plus dialogale, de manière horizontale. La pyramide n'est pas plus une pyramide, sera une chose plus rectiligne. Je rencontre quelqu'un qui me pose la question, et la gestion bot-up, que c'est tudo pourrait avoir la définition dans les groupes de travailleurs et cette décision montrée pour les gestionnaires. Oui, pourrait être bon, mais c'est naïf. Je sais, et je sais que vous savez aussi que c'est très difficile ce type de gestion bot-up, surtout em pays desigual como o pays, pays où il y a beaucoup de na cultura enraizada. Je ne sais pas cet mot en français. Luc, s'il te plaît. Cultura enraizada. Raizement de culture, quelque chose comme ça. Non? Là, je suis désolée, j'oserais pas Excuse-moi. Mon Dieu! Mais bon, o que je voudrais dire é que um pays como o Brasil em développement, il y a beaucoup de préconceits avec les personnes qui sont noires, les personnes qui sont pauvres, les personnes qui sont en situation handicapée. Pourquoi qu'il y a beaucoup de cette chose? Parce que c'est un pays qui manque beaucoup d'éducation. N'est pas la grosse majorité da population qui est dans les écoles, qui est dans les universités. Et pour ça, je pense que demande une transformation em cet cadre de politique publique. Portanto, donc, j'essaie de utiliser ici um modèle middle up-down, où il y a la position du gestionnaire qui a demandé quelque chose, mais avec la participation du gestionnaire médian, du travailleur, il y aurait plus de dialogue, plus de discussion. E cette chose, je pense que sera possível seulement ou principalement a partir da presença da ética organizacional ou pourrait développer à partir de cette regard, de cette perspective, la importância de chacun e chacune dans les organisations. Mais o que je parle exactement, je parle d'éthique organisationnelle, c'est o que j'ai cherché à Québec. Mais quand j'arrivais ici au Brasil, o que je regarde é que a partir da éthique organisationnelle, on besoin fait de sorte commencer uma sensibilização, pas possible ce moment uma intervenção, mas uma sensibilização e pas directement la éthique organisationnelle. On besoin de développer quelque chose à partir da justice organisationnelle. E la éthique organisationnelle viendra comme un gros parapluie pour donner les concepts, donner la condition de travail, donner tout ce que j'ai déjà parlé. Mais j'ai besoin, dans les premiers plans, na justice organisationnelle. E dans la justice, o que je cherche? Je cherche, mes anotações, que je n'ai oublié pas rien à vous. Dans la justice, je cherche uma condição de y avoir uma identité morale et sociale où tous et toutes les travailleurs pourront explorer dans la justice déontica valor a partir da égalité, équité dans cet milieu. Uma justiça que s'appelle justiça em nome da justiça, c'est-à-dire une équité dans les organisations. Je cherche aussi une justiça dans les processus, que c'est exactement donner la condition de participation et de voix du travailleur em ses activités. N'est pas seulement quelqu'un qui fait les choses, ele doit saber pourquoi ele le fait
e ele doit être espaço pour parler o que ele pensa em relação a suas atividades e a suas interações. E, sobretudo, na justiça interpersonelle, que c'est exatamente la forma respeitosa que todas as pessoas, em situação de handicap ou não, doit recevoir dans les organizações, dans la société, em toda a parte. C'est uma condição de tratamento respeitoso, où on pourrait s'y assurer qu'il n'y aurait pas un harcèlement moral. Là, la éthique est dans la conformité, ela ira se assurer de cette chose. C'est pour ça qu'elle est très important de travailler ensemble la éthique réflexiva. Então, ici, já le agrupement da éthique, la éthique organisationnelle avec les bases da conformité e la éthique organisationnelle avec les bases réflexives. Já aussi la condensação, le agrupement da gestão top-down e bottom-up, dans la gestão mid-down. E já aussi um acoplamento dans uma condição legal e uma condição moral pour les personnes em situação de handicap être dans les organisations, que surtout les organisations sont um sistema ouvert, um sistema que on pourrait dire que c'est un système complexe. Bon, je parlais ce moment que les comportements et les interactions des personnes en situation de handicap se fait dans uma condição complexa ici. E plus, se ajoutera parce qu'elle est dans un système organisationnel complexe, où il y avait une relation pleine de choses à tout moment, em todas les directions, dans la culture, la pratique, dans l'acteur lui-même, la collectivité, um sistema que jamais s'arrête, um sistema multidirectionnel, sans interruption. C'est pour ça que seulement la loi ne donnera pas condition de se assurer do cumprimento de cette inclusão, parce que c'est uma condição complexa. Besoin chacun et chacune penser, il y aurait em sa tête le besoin de cette inclusão de maneira égale, de maneira claire, e pas pour obligation. Comprendre que la personne, todas les organisations doivent comprendre que todos sont importants dans les organisations, que todos les travailleurs, il y a um papier, uma condição, um trabalho a développer. E, finalement, o que chercherons-nous avec cette transformação paradigmatique que je parle à vous? O que je cherche, o que je voudrais que vous cherchiez, o que j'aimerais que chacun de vous, chacun em ses classes pourront parler, chacun em ses organisações pourrait travailler. Je cherche exactement um changement de paradigme, né? Em uma situação geral. Je cherche aussi une approche continuée d'apprentissage, c'est-à-dire éducation. Pas possible de faire un changement de quelques paradigmes ou quelques pensées sans la éducation. Éducation continuée, éducation partout et pour tout. Pas quelque chose sectoriel, mais pour tous. Je cherche aussi uma associação do sens legal e do sens éthique dans la responsabilité politique morale. E avec tout ensemble, je cherche, j'attends et je fais de comme se dit, j'ai fait ma lutte personnelle pour faire cette transformation.
je cherche a gente transformant, quelqu'un ou quelqu'une qui pourrait donner la permission, donner envie d'entrer em ces organizações uma condição égale, legal e moral a tous. E je finis pour dire merci à tous d'être ici et je profite pour inviter vous à venir au Brasil après la pandémie pour visiter. C'est un bon pays pour visiter, c'est joli, c'est alegre, c'est chaleur. Aujourd'hui, il fait, je pense, que 26 degrés, bon soleil, bon verde. Je ne sais pas, je ne pourrais montrer parce que la fenêtre n'est pas ouverte, mais j'attends de vous